Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal en langue française dont voici les principaux titres. Le Bureau burundais de normalisation BBN affirme fournir tous les efforts pour mettre à niveau le pays en termes de management de la qualité des biens et services. C'était ce mercredi lors de la célébration de la journée internationale de la normalisation. La déclaration des biens par les dignitaires en début et à la fin de leur mandat est ce que conseille l'ombudsman burundais. C'était lors de la présentation des réalisations de ces 6 ans à la tête de cette institution. Vous le suivrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN est en train de tout faire pour que le Burundi soit au même niveau que les autres pays en termes de management de la qualité des biens et services. Séverin Sindai-Kengera, directeur général du BBN, l'a annoncé ce mercredi lors de la célébration de la journée internationale de la normalisation, célébrée normalement tous les 10 octobre de chaque année. Suivez-le. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la normalisation, une journée qui est célébrée internationalement le 10 octobre de chaque année. Ici au Burundi, il y a encore un long chemin à parcourir à ce qui concerne la qualité, parce que vraiment, on ne peut pas le cacher, et la promotion, la culture de la qualité ici au Burundi est encore en arrière. Mais nous sommes en train de tout faire puisque tout est là, n'est-ce pas? Le côté technique est là. Nous sommes en train de faire tout notre possible pour que le Burundi soit au même niveau que les autres pays dans le management de la qualité des biens et des services. Et surtout les produits alimentaires fabriqués. Et quand on parle de la normalisation en général, c'est la normalisation des biens et des services. Ce n'est pas les aliments seulement. Il y a les téléphones sont dedans, les hôtels sont dedans, etc. etc. C'est les normes de tout produit. Et les ustensiles, les matériaux de construction. Ce n'est pas les aliments seulement. Le directeur général du BBN ajoute que l'un des défis majeurs dans le travail du bureau est le manque de ressources humaines suffisantes pour couvrir tout le territoire national. Il dit par ailleurs que plusieurs documents ont été produits en vue de l'opérationnalisation effective de la certification au Burundi. Suivant encore une fois Séverin Sindai-Kengera. En général, le BBN et les grands défis que nous avons au BBN, on l'a toujours répété, c'est le manque de personnel en quantité suffisante, et parce qu'une soixantaine de personnes n'est pas capable, n'est-ce pas, de parcourir tout le pays pour faire la surveillance du marché ou pour certifier les produits qui sont là. Et ça, c'est un grand problème. L'autre problème, et que le BBN jusqu'à présent, nous sommes capables de certifier les produits, mais nous manquons de la certification système qui nous permet de ce pouvoir, qui nous permet d'avoir cette capacité de permettre aux autres entreprises ce qu'ils produisent, que ça soit accepté au niveau international. Mais quand cela nous tienne, nous sommes en train de chercher cette certification système et nous pensons que d'ici 3 ans, on sera capable de certifier nos entreprises pour que les produits qui sont mis au marché soient compétitifs
au niveau national, régional et international. Oui, nous avons vraiment produit beaucoup de documents stratégiques pour que le BBN et les autres institutions qui œuvrent dans le domaine du management de la qualité, comme le CNTA, l'ISABU, l'INSP, la BREMA, etc., etc. Et, par exemple, le document dont je vous ai parlé, le document, la stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du BBN. Là, nous donnons l'analyse SWOT qui est là, les défis, les opportunités, les menaces, etc., et les faiblesses. Et à partir de ça, nous avons inventorié des activités prioritaires qui doivent être faites pour que le BBN soit avancé. Et cela est finalisé par l'élaboration d'un plan stratégique opérationnel et qui est là et qu'on a même budgétisé. Et à côté de cette stratégie, on peut dire aussi la politique nationale de la qualité qui a été adoptée par le Conseil des ministres le 2 février 2022. Et cette politique nationale de la qualité, là, nous montrons les problèmes relatifs du management de la qualité ici et nous proposons des activités qui vont être faites pour que quand même ce contrôle de la qualité soit au même niveau qu'avec les autres pays. Le respect des accords conclus à Sun City en Afrique du Sud entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 est l'une des solutions pour un retour à la paix à l'est de ce pays. C'est du moins l'analyse de Pascal Nyonidzi-Guié, politologue et expert en relations internationales. C'était lors de l'émission Mosaïque la semaine dernière. Pour lui, le Rwanda est cité dans ce conflit armé parce que la plupart des combattants du M23 parlent une langue similaire au Kinyarwanda. Suivez cette analyse de ce politologue. À la base du problème, le président Kagame, par exemple, dit voilà, moi je ne condamne pas le M23 directement, je condamne ce qui a rendu possible la rébellion du M23. Ce qui a rendu possible cette situation d'insécurité à l'est du Congo, c'est le non-respect des accords qui ont été signés entre le M23 et le gouvernement congolais. Le M23 et le gouvernement congolais, c'était sur le partage du pouvoir, sur le développement local, sur, par exemple, la gestion du marché de l'emploi. Il y a beaucoup de choses. Ça ressemble à peu près à ce qui a été fait à Arusha entre nous. Ouais. Il y a un problème parce que les membres du M23 sont des Congolais. Ils ont la nationalité congolaise. Non. À ce que je sache, bon, disons ceux qui apparaissent officiellement, ceux qui ont participé dans la signature des accords, c'était des gens qui avaient la nationalité congolaise. Congolais, oui, oui. Parce que, je crois, depuis 1979, c'est le dernier recensement, au Zaïre à l'époque de Mobutu, on a reconnu que ces rwandophones qui sont venus bien sûr de l'extérieur, mais longtemps avant la colonisation, avaient la nationalité congolaise, plutôt zaïroise en 1979. Donc ils ont droit à cette nationalité. Ce n'est pas parce qu'ils parlent une langue qui est proche du Kinyarwanda qui doivent être considérés comme des étrangers au Congo. Non, non. Ils ont droit à la nationalité congolaise. C'est comme les Burundais qui sont dans la plaine de la Rusizi. Ce sont des gens qui sont allés au Congo depuis le XVIIIe siècle, avant même la colonisation. Et ils ont un royaume dans la plaine de la Rusizi. Ils ont souvent des problèmes avec les Bafulero, jusqu'à ce que le roi Ndabagoye meure en 2012 et que beaucoup de Barundi viennent à Chibitoke avec l'élevage. Maintenant, il y a un nouveau roi, c'est Kinyoni, qui faisait le droit à l'époque quand j'enseignais à Bukavu. Donc, ce sont des Congolais, comme les autres. Et c'est pour cela qu'ils ont même une allocation du gouvernement de Kinshasa dans la gestion du royaume. On ne peut pas dire que parce qu'ils ont des problèmes avec les Bafulero, par exemple, que ce ne sont pas des Congolais. C'est la même chose. La plupart des membres du M23, ce sont des rwandophones qui ont la nationalité congolaise. Mais le problème, c'est que quand il y a eu des intrusions d'armées étrangères au Congo, on a commencé à associer les Banyamulenge et autres rwandophones de traîtres
d'espions des pouvoirs extérieurs. Et c'est ça qui crée la zizanie. Je crois qu'il faut faire la part des choses pour résoudre le problème congolais. Il faudrait faire moins de passion et essayer de résoudre le problème d'une manière pragmatique. L'ombudsman burundais dit avoir respecté la constitution de la République du Burundi qui exige que les hauts dignitaires déclarent leurs biens en début et à la fin de leur mandat. Lors de la présentation des réalisations de son institution ce mardi, Edouard Nduimana a encouragé les autres dignitaires concernés par cette exigence constitutionnelle de s'en acquitter car, dit-il, c'est faire preuve de bonne gouvernance. Suivez l'ombudsman burundais. À l'entrée en fonction, l'ombudsman doit déclarer les biens et aussi à la sortie, à la fin de ses fonctions, il a cette obligation de déclaration des biens. Et je voudrais porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale et surtout à vous les journalistes que ce devoir constitutionnel et légal a été respecté. Nous avons à l'entrée, nous avons déclaré nos biens et à la sortie, pas plus tard qu'hier, nous avons été à la Cour suprême pour déclarer nos biens. C'est une déclaration auprès d'un service public. Quiconque a un intérêt, toute personne intéressée, y compris le ministère public, peuvent aller vérifier les biens dont dispose M. Nduimana Edouard. Et nous sommes également à la disposition de quiconque pour pouvoir les justifier le moment venu. Donc, j'encourage d'ailleurs tous ceux qui sont obligés par la loi pour faire cette obligation de le faire parce que ça fait partie également de la bonne gouvernance et du respect d'un état de droit. Eh bien, c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.